Hélène Leuillet, vous êtes titulaire d'un doctorat et agrégée de philosophie. Vous enseignez la philosophie morale et politique à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes également psychanalyste. On vous doit de nombreux ouvrages, dont chez Albin Michel, Du voisinage, Tu haïras ton prochain comme toi-même et Éloge du retard. C'est au vide que vous vous intéressez dans votre nouvel ouvrage, Le vide qui est en nous. Je vais commencer avec une question simple. Qu'est-ce qui vous a conduite à vous pencher sur le vide comme principe de notre rapport au monde? Et ça, c'est pas anodin. Écoutez, je me suis rendu compte, en fait, en me relisant un peu ou en écoutant les interviews que j'ai données, notamment sur l'éloge du retard, mais en vérité, tous mes livres, que j'ai le sentiment de ne parler que de ça. Vous savez, un livre en appelle toujours un autre, c'est la suite. Et c'est la suite, mais en revenant un petit peu sur soi-même, c'est-à-dire, j'avais déjà tout dit, en vérité, dans les précédents, mais j'avais pas le sentiment que c'était vraiment la question centrale. Et là, maintenant, toujours en prenant appui sur des objets qui paraissent des petits objets de rien, comme les grandes vacances, le découvert bancaire, les vêtements, eh bien, néanmoins, il faut ramener au principe, quand même, c'est ça la philosophie aussi, de revenir à quelques principes. Et voilà, il m'a semblé que le principe, c'est le vide. Alors, le vide, en tant que... On ne peut pas ne pas avoir rapport au vide dès lors qu'on prend la parole, dès lors qu'on parle, dès lors qu'on est un être de parole. Eh bien, forcément, on est dans cet univers très bizarre, en fait, de mots. C'est quoi? À peu près rien. De quoi est-ce qu'on parle? Ça peut être rien du tout, mais avec des variations. On essaye quand même de dire vraiment quelque chose qui a un peu de sens. Mais parfois, c'est très creux, parfois, c'est très vide. Donc, ce n'est pas un éloge du vide que j'ai écrit, pas du tout. Alors justement, parce que le vide, c'est épouvantable. Oui, si vous permettez, justement, en vous lisant, vous expliquez très bien qu'on a un rapport très ambivalent au vide. Parfois, il nous fait peur, il ressemble à la perte, le deuil, par exemple, et parfois, il nous attire. On a besoin d'espace, on a besoin de jeter, de renouveler la garde-robe, il faut faire le vide. C'est ça. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est ça le drame avec le vide. C'est-à-dire que si on essaye de le fuir, ce qui est quand même très fréquemment le cas, parce que, comme vous dites, l'horreur du vide, c'est quelque chose qui nous habite tous un peu. Ça peut être aussi tout simplement l'expérience du vertige, et puis l'angoisse. Chagrin, bien sûr, la destruction et l'absence. Et néanmoins, si on chasse le vide, on le retrouve d'une autre manière. C'est-à-dire que si on redoute les vacances, on va suroccuper son emploi du temps de vacances, mais il y a un moment où nécessairement le vide nous attrape. Donc on a plutôt intérêt à savoir à quoi s'en tenir avec le vide et puis à se rendre compte que de toute façon, dans cet univers de mots et de langage qui est le nôtre, on ne peut pas ne pas avoir rapport au vide pour savoir un petit peu qui on est, pour connaître un petit peu sa place dans l'existence. Vous écrivez que le vide est toujours un effet du langage sur notre être. Qu'est-ce que ça veut dire? Le langage creuse du vide? Vous dites même un vide étrange. Oui, un vide étrange, parce que ce n'est pas le vide dans la nature. Enfin, pendant des siècles, la querelle du vide a habité les grands esprits et la science. Et là, on peut dire qu'aujourd'hui, au fond, cette querelle, elle n'existe plus. La science contemporaine a établi un certain nombre de données sur le vide qui, à certains d'entre nous, échappent un peu. Mais enfin, on sait ça. Il y a du vide. Néanmoins, le vide en nous, nous ne sommes pas du tout pacifiés avec le vide qui est en nous. Et ce vide qui est en nous et qu'on a un petit peu de mal à penser, à apercevoir, à saisir, avec lequel on a du mal à vivre, il est creusé par le fait même de parler, et puis que le fait que la parole ne soit pas un attribut contingent de notre être qu'on pourrait déposer de temps en temps pour ne pas s'en occuper. Non, pas du tout. Ça nous constitue. Et ce que nous sommes, même les plaisirs les plus simples que nous pouvons avoir dans l'existence viennent de ce qu'on a pu avoir un certain rapport avec ce vide dans les différents domaines dans lesquels j'essaye de l'attraper un petit peu, qui sont aussi bien les domaines existentiels, de la rencontre avec le vide qui est en soi, que la clinique, la boulimie, l'anorexie, que des problèmes de société comme le découvert bancaire, je le disais tout à l'heure, ou bien des grands problèmes de philosophie comme l'atomisme de l'Antiquité. Et il y a pour nous tous au quotidien les challenges professionnels, les challenges de la vie privée, auxquels on peut ajouter toute une série d'injonctions. 5 fruits et légumes par jour, 10 000 pas, etc. À la fin, il n'y a plus de vide mental. Et vous dites que ça crée de la souffrance.
C'est ça, c'est-à-dire que la saturation dans laquelle nous nous trouvons, c'est aussi ça qui m'a fait écrire déjà l'éloge du retard, mais aussi ce livre sur le vide, parce que le vide, nous en avons besoin, c'est une respiration, nous sommes saturés, notamment dans l'univers de la communication auquel vous venez de faire allusion. Et les burn-out dont on parle beaucoup viennent de ce que précisément un sujet n'a plus le minimum de vide qui lui permet d'exister, de respirer. Alors moi, en vous lisant, je me suis dit, il y a une solution, il faut lâcher prise. Pas du tout, lâchons prise, c'est encore une entreprise de remplissage. Mais oui, tout à fait, la façon dont c'est présenté aujourd'hui, c'est-à-dire dont on utilise la grande pensée classique chinoise, taoïste notamment, pour trouver des recettes pour qu'il y ait du vide sans le vide. Vous savez, comme chacun d'entre nous, on veut changer mais sans rien changer. Donc on veut le vide mais pas le vide. Oui, cette pensée taoïste, elle m'a servi à essayer de saisir vraiment quel usage on peut faire du vide, notamment pour se transformer. C'est voilà, pas du tout les recettes qui en sont tirées aujourd'hui. Ce livre est absolument passionnant, vous l'avez dit, il est question du vide du compte en banque, le vide par rapport aux vêtements, le vide des êtres qui nous manquent, etc. Mais vous écrivez que s'il est une chose que la peur du vide met en danger, c'est la démocratie. Et cette notion-là, elle me paraît absolument fondamentale. Oui, parce que concernant la démocratie, qui, comme nous le savons tous, est en péril dans le monde aujourd'hui, effectivement, on a le sentiment qu'il faudrait lui redonner du sens, la remplir un petit peu plus, allez, un peu plus de substance, etc. Mais c'est le piège, parce que précisément, alors je m'appuie sur quelques auteurs, dont Claude Lefort, pour bien montrer que la démocratie, c'est une forme de vide. Et pas seulement, comme on le dit toujours, le vide des procédures. Pas seulement ce qui nous vient de la République, qui est très essentiel, c'est-à-dire que le pouvoir n'est à personne. C'est évidemment très important. Mais plus encore, qu'on ne peut pas penser la démocratie sur le modèle du corps. Voilà, le corps, c'est plein, c'est lié, c'est quelque chose qui est compact, qu'on peut imaginer du moins comme tel. Mais la démocratie, c'est quelque chose de beaucoup plus exigeant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que les affaires communes se règlent par la parole, et qu'on admet un certain point de conflit, de différence, de dissonance, de différence irréductible des intérêts, eh bien, nécessairement, on met là en place la représentation d'un espace commun dans lequel il y a des failles, dans lequel il y a des interstices, et dans lequel on doit aussi s'interdire un petit peu cet usage du vide qui est celui de la communication que vous évoquez, qui consiste à remplir, qui consiste là encore à accepter qu'il y ait le vide du langage, mais en le remplissant de toutes sortes de mots creux. Donc la démocratie, évidemment, c'est très exigeant, mais la conflictualité démocratique, le commun que la démocratie fait exister, eh bien, c'est ce qui permet une disparité des places, que chacun a une place différente, et c'est cela qui permet que de la liberté existe. Pour terminer, Hélène Leuillet, cette question me brûle, parce que je suis tombé là-dessus en vous lisant, et je me suis dit, il faut que ce soit ma dernière question. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait résorber le vide qui est en nous ? Malheureusement, dans une certaine mesure, c'est bien le cas. Mais oui et non. C'est-à-dire que là où, de toute façon, justement, on bute sur quelque chose et où l'enjeu du vide est tout à fait décisif aujourd'hui, c'est que, bien entendu, par l'intelligence artificielle, énormément de choses peuvent être faites, y compris sans doute des livres tout à fait passionnants pour le département sciences humaines, peut-être, ou voir la littérature. Mais il y a quelque chose que ne peut pas faire l'intelligence artificielle, c'est ce ex nihilo, quoi. C'est cette création ex nihilo qui procède d'un rapport à peu près pacifié au vide. C'est-à-dire que sans le vide, on ne peut pas écrire quelque chose de nouveau et d'inédit qui procède d'un sujet particulier. Il faut qu'il y ait des sujets avant, mais le sujet qui trouve sa place précisément parce que dans cet univers de mots vides, il a pu dire quelque chose qui lui est propre,
une énonciation, même avec des mots déjà utilisés. Je reviens à ce que Pierre Assouline a dit tout à l'heure en commençant. Mais la façon de le dire, parce que ça se ramène à un sujet, à une énonciation subjective, ça, l'intelligence artificielle ne peut pas le faire. Le vide qui est en nous, c'est le titre de votre passionnant ouvrage. Hélène Leuillet, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à vous. Merci.